Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de comics. Voilà, on va retracer un petit peu l'histoire des comics, qu'est-ce que c'est qu'un comics. Euh, voilà, bien qu'on en ait déjà un peu mentionné l'idée de ce que c'est lors d'une vidéo précédente où on présentait ce que c'était une BD. Parce que voilà, hein, les deux sont plutôt liés, hein. D'ailleurs, le format est très semblable. Que ce soit manga, comics, tout ça, sont des histoires racontées avec des images. Voilà. Donc, de manière générale, le terme de comics est utilisé pour parler d'une BD. Et oui, parce que ça on l'a déjà dit, la BD, c'est à la fois la BD au terme franco-belge, mais c'est aussi les comics pour parler côté Amérique, mais c'est aussi le manga pour parler côté Japon, le webtoon pour parler côté Corée. Voilà. Du coup, ça vient du mot comic en anglais, puisque les BD publiés au départ aux États-Unis étaient humoristiques. En France, du coup, le terme concerne spécifiquement la BD américaine. C'est vrai que dès qu'on dit comics, et vous verrez que la cotation a encore changé, vous verrez que les cotations signifient un truc bien particulier. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur les choses point par point. Alors d'abord, on va revenir sur les trucs de manière assez générale, et ensuite on va revenir sur les mêmes périodes, mais de manière avec des petits trucs un peu plus pointilleux. Voilà. Donc, au départ, il nous faut partir du 19e siècle, voilà, avec le terme de comic strips. Le terme de comic strip désigne des BD très courtes de seulement quelques cases qui sont publiées dans la presse en format daily strip. Donc le daily strip, c'est une bande par semaine. Voilà. Et il y a aussi le format Sunday strip, qui est du coup une page complète qui sort le week-end. Donc voilà. Et souvent, le comic strip raconte une histoire humoristique, soit courte, soit sous format de feuilleton, histoire de faire durer un peu l'histoire. Donc voilà, ça reprend un peu ce qu'on disait avant avec le côté comique, qui, vous allez voir, va disparaître petit à petit. Ensuite, on passe au XXe siècle, surtout le début du XXe siècle ici, avec le comics book, qui est donc un périodique d'une dizaine de pages, racontant une histoire plus développée que le comic strip, et ça a débuté à peu près vers les années 30. Bien sûr, le comics représente plein de genres différents, bien qu'un style a totalement explosé, soit les super-héros avec Marvel et DC Comics. Et cela sera, du coup, les deux maisons d'édition sont nommées comme le comics mainstream, donc celui qui se diffuse et se vend le plus. À partir des années 1960, naîtront de nouveaux styles comme le comics underground ou la bande dessinée alternative, mais de mémoire on en parlera un peu plus tard de tout ça. On arrive un peu plus proche de nous avec la fin du XXe siècle, où il existe un développement à nouveau des comics sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, mais ça n'a pas été super facile pour le comics de faire sa place. Parce qu'effectivement, la BD n'a pas été considérée comme un art à part entière au départ, et donc naîtra le terme de graphic novel, qui lui sera plus considéré comme un art que la BD. Le graphic novel, lui, naît dans les années 70, mais deviendra très populaire dans les années 90. Et le but du coup du graphic novel, c'est de créer un album de BD plus ambitieux que le comics book. Ça fait mal, parce que c'est quand même assez ambitieux, un comics book. Et aujourd'hui, il s'agit d'un format particulier, soit de création originale, ou alors seulement de compilation de planches apparues dans des comics books. Voilà, un peu moins original. Aujourd'hui, le terme n'est pas très apprécié, voire considéré comme prétentieux. Voilà, apparemment, c'est prétentieux d'aimer les graphic novels. Et il existe aussi d'autres termes pour des publications de genre,
comme le fanzine, le small press ou encore le webcomics. Alors, je les ai pas détaillés là, mais ça pourrait être intéressant de faire des vidéos où on détaille un peu toutes ces notions un peu subsidiaires à ces grosses subdivisions de la BD. Avant d'entrer un peu plus en détail, on va parler du cas de la France. Puisque en France, le terme dans les années 80 était d'abord fait pour parler d'œuvres en général, puis pour parler exclusivement du genre de super-héros étant défini comme BD de super-héros. Mais du coup, le terme comics a fini par ne parler que de ça. Du coup, ce faisant, les BD de Disney, par exemple, comme les histoires de Picsou, Donald et tout, ne sont pas nommés comics, alors qu'ils sont bien américains. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu les gens parler des trucs de Mickey, Picsou et tout, comme des BD, alors que techniquement ce sont des comics. Mais là où les comics de super-héros, eux, sont restés des comics. Du coup, le terme comics pour parler de BD américaine se renforcera bien pour le genre super-héros américain et tout, surtout quand arrivera la vague BD japonaise, soit le manga. Voilà. Donc on va rentrer un peu plus en détail en se concentrant surtout sur les États-Unis, bien sûr. Donc la BD apparaît aux USA en 1842 avec l'apparition d'une copie pirate de la BD Les Amours de Monsieur Vieuxbois de Rudolf Töpfer, créateur BD, enfin je crois que c'est lui le créateur de la BD, donc je suis plus certain, mais je crois que c'est lui, et qui est suisse. Ça, de mémoire, je me trompe pas trop. D'ailleurs, je me demande comment est-ce que fin du 9e siècle, pouvait y avoir des copies pirates d'une œuvre. Pas qu'aujourd'hui on peut tout pirater avec internet, mais je me demande comment ces gens-là ont fait. Ainsi que du coup d'autres BD de Rudolf Töpfer vont être piratés et publiés aux États-Unis. Les Américains vont alors créer leur propre BD, soit Journey to the Gold Diggings par Jeremiah Saddlebags. Ah oui, ça c'est le titre entier, par James Hay et Donald F. Reed en 1849. Donc il aura fallu quand même 7 ans avant qu'ils se mettent à créer leur propre BD. C'est quand même un petit peu long. Du coup, la BD aux États-Unis prendra tout un nouveau tournant lorsque les manias de la presse William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer vont décider de publier des BD dans leurs propres journaux, donc effectivement de plus grosse visibilité à la BD. Cela mènera en 1894 avec l'apparition de la première BD en couleur faite par Walt McDougall, et non pas Walt Disney, dans le journal New York World de Joseph Pulitzer. Voilà. Et en 1896, dans le même journal, nous aurons Hogan's Alley de Richard F. Outcault, où le Yellow Kid prononce les premières paroles dans une bulle. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de BD ou comics, on va dire muets, qu'aujourd'hui on appellerait muets, mais au tout départ, apparemment, c'était plutôt commun, que les personnages ne parlent pas, que tu comprennes les choses juste avec leurs actions. Voilà. En 1907, les choses vont changer avec l'apparition des Daily Strips et Sunday Strips qu'on a déjà définis un peu plus tôt dans la vidéo. Cela puisque le San Francisco Chronicle va publier Mr. Haymoot Starts in to Play the Races, mon anglais est haché, de Bud Fisher, et peu de temps après sortira une nouvelle série, dont normalement c'est la photo, de Mutt and Jeff, cette série sera un très grand succès au point que ça deviendra la nouvelle norme. Voilà. En 1912, William Randolph Hearst, dont on a déjà parlé juste avant, développe la syndication systématique. Cela signifie que l'auteur cède ses droits de diffusion à l'éditeur, cela permettant aux auteurs d'être diffusés dans bien plus de journaux américains et notamment dans le monde entier. Alors je pense que là, c'est dit de manière très générale, je pense qu'il y a beaucoup plus de recherches à faire sur ce syndication systématique pour mieux comprendre ce que c'est. Mais dans la globalité, c'est le fait que l'auteur cède ses droits aux maisons d'édition
qui permettent une plus grande diffusion. Voilà. En 1933, les choses vont à nouveau évoluer pour le comics books. D'abord gratuit, et oui, il a été gratuit une petite année, mais enfin même pas une année entière, hein, mais bref, et deviendra payant en 1934. Pendant cette période 1933-34 apparaît alors Famous Funnies, un comics book de 100 pages qui reprend les strips des journaux, une sorte de compile, hein, si je comprends bien. En 1938, National Allied Publication veut lancer un nouveau comics book, soit Action Comics, où apparaît le premier super-héros, Superman, de Joe Shuster et Jerry Siegel. Superman est donc un immense succès, et se lance alors la première vague des super-héros. En 1940, naîtra un autre super-héros hyper connu. Avec la date 1940, je pense que vous vous doutez, d'ailleurs je crois que c'est le perso que j'ai pris sur la photo, Captain America de Joe Simon et Jack Kirby, qui lancera les super-héros patriotiques. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus de nazis, il n'y a plus d'ennemis en soi, donc ces personnages vont plus ou moins disparaître, bien que Captain America lui va réussir à subsister à travers les Avengers, à travers ses histoires avec l'Hydra, tout ça, mais voilà, beaucoup de personnages dans ce style vont finir par disparaître. On remarque à cette époque plein de genres de comics différents, soit les comics humoristiques, les comics éducatifs, des comics qui vont être en avant des adolescents, comme on va être un peu plus tard avec Spider-Man, enfin même si Spider-Man pas vraiment un ado, hein, mais bon, fin d'ado, ou encore les comics d'information, donc plein de différents styles. Toutefois, ceux qui dominent le marché sont deux styles différents, donc le style des super-héros, ça c'est pas une surprise, et le deuxième c'est le comics avec des animaux anthropomorphes. Pourquoi ces deux-là? On ne sait pas, mais voilà, tous les comics avec Donald Duck, Mickey, les Looney Tunes, très bien les Looney Tunes, eux aussi vont cartonner énormément. Durant l'après-guerre, on aura pas mal de changements, le genre des super-héros va s'écrouler un petit peu pour laisser place à trois nouveaux genres qui vont exploser. Le premier, c'est le comics policier, qui va notamment exploser avec le comics Crime Does Not Pay, qui se vendra plus d'1 million d'exemplaires. Alors, c'est vrai que là, dit comme ça, on peut se dire « Ah, c'est pas beaucoup », mais faut pas oublier que là, on est dans les années 1940. On n'est pas en 2023 où les chiffres sont toujours... C'est comme avec le cinéma. Hein. Aujourd'hui, c'est hyper facile d'avoir des films qui font le milliard. Quand on était dans les années 90, Jurassic Park, je crois qu'il y a un Jurassic Park qui a atteint le milliard, dans les années 90, c'était un exploit. Aujourd'hui, des films qui frôlent le milliard, qui passent le milliard, c'est limite une norme, hein, quand le film est bien vendu. Voilà, parce que j'ai pas envie de dire que quand le film est bon, mais quand il est bien vendu avec une bonne promo, c'est pas étonnant que les films atteignent facilement le milliard. Donc faut savoir remettre quand même aussi les choses à leur époque. Voilà, je ne dis pas ça contre vous, ceux qui regardent, mais souvent on a tendance à voir des gens en mode ah ouais, mais là le film il est bien parce qu'il a fait tant de recettes. Bah non, parmi les gens qui vont voir un film, il n'y a pas que des gens qui ont été satisfaits en sortant, il y a aussi des gens qui n'ont pas été satisfaits, des gens qui ont été curieux, qui ont peut-être aimé ou pas, enfin bref, tout le monde ne va pas dans une salle de ciné pour les mêmes raisons. Bref. Le second genre à exploser, c'est le romance comics, voilà, qui apparaît lui en 1947 grâce à Young Romance de Joe Simons et Jack Kirby, hein, Jack Kirby qu'on connaît tous, même Joe Simons hein, pour Captain America, et Jack Kirby qui a refait pas mal de héros après avec Stan Lee, donc vraiment très très gros nom, qui du coup sera un succès au point que les recettes entre le premier tome, enfin le premier comics et le troisième numéro vont tripler. Je sais pas combien a fait le premier, mais imaginez à quel point c'est cool de dire déjà le fait que tu vends un truc, le premier se vend d'une certaine manière, suffisamment pour qu'il y ait des suites, et que là, bam, au bout du troisième numéro, tu fais déjà 3 fois le chiffre du départ, c'est quand même assez cool. Et le dernier qui va exploser, c'est le comics d'horreur, qui lui sera lancé par la maison d'édition EC Comics en 1949, avec des comics comme Crypt of Terror ou The Vault of Horror.
Malheureusement, ces genres vont disparaître petit à petit dans les années 50, hein, donc ils n'ont pas vécu très longtemps leur explosion, mais cela à cause d'une saturation par les lecteurs, mais surtout par le Comics Code, qui va lancer une censure menant à l'arrêt de certains genres, notamment les séries policières et les séries d'horreur. Nous allons donc là nous intéresser rapidement à c'est quoi les règles du Comics Code. Alors nous on va voir les règles sous sa forme d'origine. C'est-à-dire que depuis le temps, bien sûr, ça a évolué, parce que si on regarde des comics d'horreur, tout ça, il en existe à nouveau aujourd'hui. Il y a The Walking Dead notamment, Stranger Things, voilà. Donc, tout ça est revenu. Après, je connais pas trop de comics policiers, mais voilà. Mais tout ça pour dire que le Comics Code a quand même évolué, mais nous on va voir les règles qui ont fait que le policier et l'horreur a disparu pendant un temps. Première règle, toute représentation de violence excessive et de sexualité est interdite. Bam. Deuxième règle, les figures d'autorité ne doivent pas être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect. Donc tu peux pas faire de caricature. Le bien doit toujours triompher du mal. Ça, je trouve que c'est un peu à chier, hein, parce qu'au bout d'un moment, si dans ton Comics Code le bien doit toujours gagner, en fait ton histoire au bout d'un moment, ça devient chiant, quoi. Est-ce que tu sais que tu vas lire des histoires où c'est tout le temps le gentil qui gagne, alors que avoir une histoire où le méchant gagne à la fin, ton cerveau est tellement mindfuck que tu dis waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Voilà, que si tu joues, enfin bref, voilà. Les personnages traditionnels de la littérature d'horreur, tels que le vampire, le loup-garou, encore les zombies, sont interdits. Alors ça, je comprends pas pourquoi. Heureusement, ça a été enlevé, sinon il n'y aurait jamais eu Walking Dead. Hein. Alors peut-être que Walking Dead aurait pu être réfléchi sous un autre format, mais si Walking Dead est ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est d'abord parce que c'était un comics. Donc voilà, heureusement que la règle a changé. La publicité pour le tabac, l'alcool, les armes, les posters et cartes postales de pin-up dénudés, c'est très précis ce dernier point, sont interdites. Voilà. La moquerie ou les attaques envers tout groupe racial ou religieux sont interdits, alors ça je trouve ça plutôt logique. Voilà. Alors le fait de se moquer, genre si c'est fait genre sous des vannes et tout ça, avec des clichés, en vrai je trouve pas ça trop dérangeant. Tant que tu ne ressens pas de racisme derrière. Par contre, effectivement, des attaques directes envers un groupe racial ou religieux, là oui, je comprends totalement que ce soit interdit. Et au final, en réponse au Comics Code, vont naître des journaux spéciaux, donc le journal Underground, donc le Comics Underground, et le Comics avec un X à la fin, qui vont du coup volontairement créer des histoires provocantes pour avoir un petit côté de révolte contre le Comic Code. Du coup, en 1956, nous aurons l'âge d'argent des comics grâce à l'évolution de ces derniers, avec notamment des personnages retravaillés, notamment avec Flash au sein de DC Comics. En voyant cette mode de héros revenir à la mode, Marvel Comics va en profiter pour lancer énormément de séries créées par Stanley et Jack Kirby, où on retrouve notamment les 4 Fantastiques. Perso, je suis pas un grand fan. Les 4 Fantastiques, j'aime bien, mais pas tout seul. Quand ils sont avec d'autres, je les aime bien, tout seul, j'aime un peu moins. Hulk, pareil. Spider-Man, que j'adore. Iron Man, pareil, en groupe, sinon je suis pas trop fan. Ou encore les Avengers, ou mes préférés, les X-Men. Et du coup, à côté de l'univers des super-héros, que ce soit Marvel et DC et d'autres maisons d'édition, vont également développer d'autres histoires. Hein, parce que les héros, encore une fois, même si quand on parle de comics en France, ce ne sont pas que les super-héros, c'est aussi beaucoup d'autres choses, comme le western, la guerre ou encore l'espionnage, qui seront développés dans ces années-là. Du coup, après l'âge d'or et l'âge d'argent, vient donc l'âge de bronze, qui elle s'étalera entre les années 70 et 80, et qui est l'une des plus difficiles pour le comics. En effet, la culture américaine évolue avec notamment la lutte de reconnaissance des minorités ethniques. On a une remise en cause de l'autorité, et cela va faire évoluer le comics dans une dimension beaucoup moins enfantine à une dimension plus réaliste, plus complexe, mais également plus sombre et violente. Et cela, ça fait moins rêver les gens. Alors déjà, ça peut moins faire rêver des nouveaux lecteurs qui s'attendent
en fonction de ce qu'on leur raconte, à des choses plutôt édulcorées, et puis d'un coup, bam, t'as un truc hyper violent qui t'arrive dans la gueule. Et ça peut aussi déplaire à ceux qui sont habitués à lire un certain type d'histoire et qui d'un coup, paf, il y a une cassure et que le style change entièrement. Donc je peux comprendre que ça a été une période de transition, mais qui a été une période de transition assez dure, ça je peux le comprendre. Voilà. Même si aujourd'hui, quand tu fais des comics un peu à l'ancienne, un peu tranquille ou mignon, bah aujourd'hui c'est assez critiqué parce que c'est pas assez violent. Comme quoi, dans les années 70-90, le fait que ce soit trop violent, enfin 80, c'était pas trop aimé que ce soit trop violent. Par contre, aujourd'hui, si t'es pas violent, bah les gens ils aiment pas. Enfin, bien sûr, j'exagère quand je dis les gens, hein, c'est une partie de lecteurs. Du coup, forcément, pendant cette période, bah, les ventes de comics continuent à diminuer, à diminuer, à diminuer. Et il y a des séries qui vont quand même rester bien en place, comme Superman ou Batman, qui ont des fandoms et du coup une base de lecteurs extrêmement fidèle, hein. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors moi, les fans de Superman, ils me dérangent pas, c'est plus les fans de Batman qui me dérangent. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Marvel également va rebondir en 1975 avec pourquoi j'ai appelé Chris Claremont et John Byrne qui vont revisiter les X-Men. Plein de nouveaux genres, voire d'anciens genres vont revenir, notamment l'horreur va être mis au goût du jour et des nouveaux genres comme l'heroic fantasy ou le kung-fu vont naître. Le comics underground lui aussi va beaucoup évoluer puisqu'il va abandonner son aspect militant pour tout simplement donner la possibilité à des jeunes auteurs d'exprimer leur talent à travers ce qu'ils appelleront le comics alternatif. D'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut noter que l'auteur Spiegelman va débuter au sein de comics underground, voilà, puis va créer la revue Raw, comme le Showcatch, où il va notamment publier la série que vous voyez en photo, Mouse. Voilà. Et pour cette série, il va notamment recevoir le prix Pulitzer. Pulitzer, on retient le nom qui est l'un des deux magnats de la presse qui a permis à la BD de se diffuser dans ses journaux. Voilà, prix qu'il recevra en 92. Donc c'est pour ça, pour dire quand même que ça a pas mal aidé certains auteurs qui, en venant un peu entre guillemets de la scène indépendante, hein, vont quand même réussir à choper des prix pour leur travail. Donc c'est plutôt cool du coup que le comics underground ait pas mal évolué avec le temps. On arrive sur la dernière partie où il y a des choses intéressantes à dire. Dans les années 80, nous aurons l'âge moderne des comics. Alors je sais pas si au jour d'aujourd'hui, enfin je veux dire au jour d'aujourd'hui. Bref, si aujourd'hui on est sur un nouvel âge ou si on est toujours sur l'âge moderne des comics, même si moi j'ai tendance à penser qu'on est toujours dans l'âge moderne. Tout simplement parce que l'âge moderne est aussi nommé l'âge de... Oula, qu'est-ce que j'écris? De réitération? Réutilisation? Non? Bon, j'ai peut-être oublié un mot. Réitération, ça veut rien dire. En tout cas, terme utilisé par des auteurs, mais je crois que j'ai oublié une lettre. En gros, les comics vont évoluer à nouveau avec la sortie notamment de Crisis on Infinity Earths de Marv Wolfman et de George Pérez, permettant de recréer l'univers DC Comics. D'où suivra notamment The Dark Knight Returns de Frank Miller. D'ailleurs, je crois que je l'ai lu celui-là. Je suis pas un grand fan du dessin, mais l'histoire est vraiment cool. Parce que je crois que ça n'a rien à voir, mais The Dark Knight Returns, le film, n'adapte pas ce comics, mais c'est Batman vs Superman qui adapte ce comics. Ça n'a aucun sens. Si j'ai bonne mémoire, bref. Et l'année suivante, en 1986, on aura également une œuvre très connue qui va sortir, Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. Et ces comics amèneront à des thèmes bien plus adultes et également à une violence bien plus présente que dans les âges précédents. Malgré tout, les ventes de comics ne cessent de décroître. Décroître ou décroître? Bref, baisse. Sauf à la période où il y a une petite période en fait où les gens achetaient plein de comics en disant bah tiens dans quelques années ça va prendre de la valeur, on pourra les revendre. Sauf que globalement ils se sont rendus compte que ça n'allait pas marcher comme ça. Du coup
à un moment où ils ont arrêté d'acheter en masse des comics, et ben les ventes ont commencé à rechuter à nouveau. Cela va obliger donc les éditeurs à revoir les œuvres, notamment sur l'aspect écriture, allant jusqu'à chercher des scénaristes du monde du cinéma ou de la télé afin d'écrire les comics, carrément. Malgré tout, plein de maisons, oui, d'édition ou de magazines ne cessent de fermer. Ça, c'est assez triste. De plus, l'intérêt étant longue, il faut donc des reboots régulièrement. Et c'est pour ça que je pense qu'on est toujours dans l'âge moderne, puisqu'on continue à faire des reboots depuis quelques années. Enfin, encore depuis quelques années. Et en soi, ce truc de reboot, moi ça me dérange pas, parce que en vrai, ça permet d'avoir toujours des nouveaux lecteurs. Comme c'est ce que j'ai écrit, hein, il faut donc rebooter également les univers afin que les nouveaux publics puissent apprécier les nouvelles histoires sans avoir à connaître ce qui se passe avant. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent. Alors, c'est un parti pris assez particulier parce que forcément, ceux qui sont attachés à une période avec des histoires qui, d'un coup, quand on reboot passe à une autre, la nostalgie, le fait d'avoir aimé une période, ils ont du mal avec la nouvelle. Sauf que la nouvelle, elle va accrocher des nouvelles personnes. Bref. Voilà. Moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée le reboot, mais je peux comprendre que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Du coup, le comics avec domination de Marvel et DC Comics va plus ou moins se retrouver par définir le genre super-héros, surtout en France. Et bien souvent, pour le reste, on parlera plus de romans graphiques que de comics. Voilà. Donc je vais juste terminer pour donner quelques comics à conseiller, ou du moins quelques séries de comics à conseiller au sens large. Je ne vais pas donner de nom précis en mode tiens, lis le comics Avengers vs X-Men. En plus, il y a plusieurs Avengers vs X-Men, je crois. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a un Axis et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, je préfère l'autre. Bref. Mais plus de manière générale, toutes les histoires autour de Donald et Picsou, moi j'adore. Donc je peux vous conseiller. J'aime beaucoup moins les histoires de Mickey, personnellement, mais les histoires de Donald et Picsou, ça me fait marrer. Les histoires des Looney Tunes. Aujourd'hui, il ne me reste qu'un seul comics des Looney Tunes. Mais j'aime beaucoup les histoires, et d'ailleurs, il n'y a aucun perso qui me dérange dans les Looney Tunes. Alors, il y en a qui peuvent être un peu chelou, mais en soi, il n'y a pas de perso, enfin je veux dire, il me dérange pas dans le sens où je me fais chier. Voilà, quand je lis du Mickey, je me fais chier. Quand je lis du Looney Tunes, je m'éclate. Parce que c'est du gros, enfin, je vais pas dire que c'est du gros n'importe quoi, mais quand même, on ressent bien l'aspect comique, quoi. Ce que je peux conseiller de dire aussi, c'est les Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, c'est très très cool à lire, surtout qu'il y a plusieurs montures et tout. Moi, j'ai surtout suivi la monture actuelle. J'ai vu la monture un peu avant. Avec l'histoire des phalanx et tout, ceux qui connaissent les comics, vous allez comprendre. Trucs qui sont bien, c'est les sortes d'anthologies qui ont été créées. Alors moi j'en ai qu'une, c'est la Nous sommes les Gardiens de la Galaxie. Et du coup qui compile plein de petites histoires de différentes époques, mettant en avant par exemple les Gardiens de la Galaxie. Je crois qu'il y a le Je suis Thanos, il doit y avoir du Nous sommes les Avengers. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Et en fait, pour découvrir une équipe, alors le comics il coûte assez cher, hein, faut l'avouer, mais pour découvrir une équipe, je trouve que c'est pas plus mal, parce que tu découvres plein de petites périodes différentes avec plein de petites histoires. Honnêtement, je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie, en plus ils ont fait, il y a eu une histoire avec les Gardiens de la Galaxie et les X-Men, donc voilà, encore plus heureux. Les comics Spider-Man dans le général, c'est pas mal. Moi j'ai surtout lu les histoires de Peter Parker, qui sont vraiment très cool, et j'ai lu quelques histoires du Spider-Man 2097, donc de merde, comment il s'appelle, Miguel O'Hara, que je trouve plutôt stylé aussi, c'est pas trop mal. Après Miles Morales, j'ai jamais lu sur lui. Gwen Stacy, j'ai jamais lu sur elle non plus, enfin Spider-Gwen. Les comics liés au Spider-Verse, je les ai pas lus non plus. Mais en tout cas, ce qui concerne Miguel O'Hara, Peter Parker, c'est plutôt quali en général, voilà. Les comics sur la X-Force, pour un aspect un peu plus, entre guillemets, violent et tout, c'est pas trop mal. Moi, il y a une petite histoire avec les X-Force qui est liée aussi au Captain Britain et tout, que je trouve vraiment très cool. Enfin, Captain Britain, Fantomex et tout. Les Avengers, de manière générale, c'est quand même assez sympa aussi à lire. Voilà, en plus, il y a des fois, il y a d'autres persos dans les X-Men qui apparaissent, parce que c'est vrai qu'au cinéma, on n'a que les humains. Enfin, les humains.
et les surhumains dedans, alors que dans les comics, bah, parmi les Avengers, tu peux retrouver des 4 fantastiques qui y sont assez liés. On a déjà retrouvé pas mal d'X-Men dedans, tout ça, et c'est beaucoup plus mélangé. D'ailleurs, il y avait une équipe après Avengers et chez X-Men qui justement mixait absolument les X-Men et les Avengers pour montrer que les Avengers avaient compris leurs erreurs et intégré les X-Men un peu plus avec eux. Du coup, il y a quand même des trucs, vraiment des versions plutôt sympas des Avengers. Et du coup, il y a, moi, ce que je préfère, c'est tout ce qui est X-Men, les New Mutants. Il y a une petite série des New Mutants que j'ai lu qui est trop bien, j'adore les New Mutants. Il y avait une série aussi où t'as Roberto d'Acosta, donc Solar, qui a pris la possession de l'AIM et tout, qui est trop bien. J'adore cette petite série, mais parce que j'adore Solar, il est trop cool. Euh, et bon, bah, les histoires autour des X-Men aussi, je kiffe, hein, mais en même temps, si je dois donner tous mes super-héros ou super-héroïnes préférés, bah, c'est quasiment tous des X-Men, quoi. C'est du Cyclope, c'est du Malicia, c'est du Phoenix, j'aime beaucoup Magneto, Wolverine j'aime bien, mais voilà, X-23 j'aime beaucoup aussi, Captain Britain il est très très cool, sa sœur Psylocke est très cool, bah, il y a Solar, Cannonball, comment elle s'appelle, Daniel Boonstar, je sais plus c'est quoi son nom de super-héroïne, enfin bref. Moi, tous ceux que je kiffe, Magic et tout, ils sont tous chez les X-Men. Après, j'aime beaucoup d'autres persos, hein, mais j'aime beaucoup Spider-Man, j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie, mais bah, la plus grosse majorité des comics que je possède, c'est des comics autour des mutants. Surtout les X-Men en général, surtout quand il y a Cyclope dedans, parce que Cyclope c'est mon héros préféré, mais les New Mutants, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà la petite partie vidéo sur les comics, hein. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, on parlera sûrement des mangas, des webtoons et tout également. Voilà, qui seront des vidéos liées à la chaîne Manga Webtoon. Mais ça peut être également intéressant, voilà, de voir petit à petit tous les substituts de comics, enfin pas de comics, de bandes dessinées qui existent. Euh, du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire si vous consommez des comics ou non. D'ailleurs, parmi les comics, il y a aussi Star Wars, Walking Dead, enfin, il y a plein de trucs, hein. Euh, donc voilà. D'ailleurs, je crois que la prochaine série qu'on fera en vidéo, je crois que c'est une série Star Wars. Si je dis pas de conneries d'ailleurs, est-ce que je l'ai là? Ah non, mes comics sont tous tournés dans le mauvais sens, je peux pas regarder. Mais voilà, et en tout cas, moi je suis un très grand fan, surtout des X-Men. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si vous lisez des comics, lesquels sont vos favoris, quelle série vous aimez le plus lire. Et si vous connaissez pas, bah, n'hésitez pas un jour à tester, ou faites comme moi, j'ai un pote, c'est ce qu'il a fait. Quand j'étais en coloc avec un pote, il lisait pas spécialement le comics, alors il connaissait les séries, les dessins animés, genre les vieux X-Men, les vieux Spider-Man, tout ça, les vieux Batman et tout, mais il avait jamais réellement lu de comics. Et bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité qu'on soit en coloc, que moi j'en avais plein, pour emprunter les miens, les lire, et se dire bah tac ça m'intéresse, et ensuite il s'est mis à lui-même acheter ses propres séries de comics. Avoir des amis qui lisent des comics, c'est une bonne idée pour commencer également. Voilà. Donc, moi c'est ce que je vous conseille de faire, emprunter des comics à vos potes ou en bibliothèque municipale ou des trucs comme ça. Empruntez-en, lisez et ensuite vous pouvez acheter une fois que vous êtes sûr que vous aimez vraiment telle équipe ou tel personnage. Voilà. Sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.